Bonjour de Nantes, Anne. Salut Anne. Bordeaux, classique, nos chers voisins. Côte d'Ivoire, record pour l'instant. Paris, Anne. Salut Anne. De Lyon. Luxembourg, ça c'est cool le Luxembourg. De Caen. Bien, ça semble être une bonne heure, 11h30, C'est cool. avant d'aller déjeuner. Tout le monde est dispo. Merci de nous rejoindre. Sartre, vers le Mans. Bonjour Geoffroy. Salut Geoffroy. Marseille, Tunisie, Belgique. Bon, c'est pas mal. Ça nous fait pour l'instant 5 pays ou 6. On a des Canadiens là ou pas? Salut Julie. Ah, mais ils ne sont pas levés les Canadiens. Ils vont nous voir en. J'ai vu qu'il y en avait pas mal, mais en fait, ils sont en replay, tout à fait. En replay. C'est toujours sympa quand on donne des classes avec des personnes au Canada et il est 5 heures chez eux et qu'on démarre le cours, même avant. Hein. Des fois, ils se lèvent. Hein. Salut Yo. Bonjour Philippe. Johan, vous allez voir, on va en parler un petit peu. On a un Ariégeois. J'imagine que Philippe a donc un C15 pour circuler avec un sanglier derrière. Salut Philippe. C'est une blague. On a dit qu'on arrêtait avec les clichés, Guillaume. C'est vrai. Salut Charmila. L'Auvergne. Ça t'a fait rire quand même. Bonjour la Suisse. Ça, c'est le genre de blague, il n'y a que les Toulousains qui peuvent comprendre. Alors, bonjour depuis l'Espagne. Ah, Espagne, ça nous fait quelques pays. Bon, on va démarrer parce que, comme d'habitude, on en a mis un peu trop et on va avoir du mal à tenir dans le timing. Continuez de nous dire d'où vous êtes et de nous dire bonjour. On regardera juste après, on relèvera les commentaires. Sébastien, gros sujet aujourd'hui puisque on a organisé donc là pour la clôture de la semaine du développement durable un live. Semaine du développement durable qui dure en réalité 15 jours, il faut le savoir. Ça, c'est drôle de l'avoir appelé la semaine. On aurait pu appeler ça la quinzaine. Et pour clôturer ça et aussi fêter la rentrée, parce qu'on n'a pas eu le temps d'organiser un live là depuis la rentrée, alors que d'habitude, on en organise tous les mois, de vous présenter un peu les nouveautés, etc. Voilà, tout ce qu'il y a de nouveau qui arrive. Et puis, de vous montrer comment concrètement répondre aux ODD de manière réelle et mesurable, répondre aux ODD par les achats. Et vous allez voir, ça va être super intéressant puisqu'on va croiser l'obligation de moyens avec l'obligation de résultat. On va apporter énormément de clés pour que vous puissiez répondre aux ODD qui sont finalement les lignes directives qui sont suivies par l'ensemble des États pour entrer dans une démarche de développement durable. Ouais, là, cette fois-ci, on va vraiment rentrer dans le contexte du développement durable, là où habituellement, effectivement, on restait sur les différentes normes et les labels dans nos précédents lives. Là, on a vraiment remonté au contexte, ce qui cadre effectivement mondialement le sujet du développement durable aujourd'hui. Ouais, tout simplement. Alors, déjà, petite chose, on fait rarement de la promotion dans nos lives, mais c'est vrai que là, quand même, c'est sympa. On a fait, donc le nouveau site est sorti chez SWOT. On espère qu'il vous plaira. Il y a le livre aussi qui sort chez Duno là dans les prochaines semaines. Ceux qui souhaitent se l'approprier, en plus, je crois qu'il sera à 20 € chez Duno, donc c'est très accessible. Vous pouvez faire des précommandes via le site internet de SWOT, donc ça, c'est cool. Et maintenant, on va rentrer dans le programme du live. Donc, on va commencer par parler des 17 ODD. C'est quoi? On va faire la passerelle avec les normes ISO 26000, 20400, la réglementation, toutes les solutions de management RSE pour bien comprendre ça. Et on va faire la passerelle avec les achats. Ensuite, on va se focaliser sur pourquoi il est nécessaire de prioriser pour agir beaucoup plus fort. Et finalement, je rappelle que les objectifs, c'est 2030. Hein. On est en 2023, fin 2023. Donc, on a intérêt à clairement accélérer. Et bien sûr, comment agir concrètement. C'est bien, je dirais là, la clé de SWOT aujourd'hui et de notre action hein, avec la méthode Impact 3, où en fait, on est très orienté sur la génération de résultats, vous l'avez compris. Et on va voir comment orchestrer tout ça. Et vous allez voir des projets concrets qui ont contribué aux 17 ODD qu'on a réalisés ces dernières années. Avant de commencer, qui parmi vous connaît les ODD? Dites-nous oui ou non en commentaire. On aimerait bien voir le pourcentage de participants qui connaissent les ODD. Et oui, parce qu'en fait, en remontant justement sur ce terme ODD et en remontant sur en fait, cette directive mondiale, on s'est rendu compte que au final, on avait assez peu d'acheteurs qui avaient la connaissance justement de
justement des ODD qui ont été établis par l'ONU. Voilà, donc là on voit, je pense que le résultat des votes va parler, on voit beaucoup de noms. Je pense qu'on est à 50-50. Ouais, c'est étonnant, je ne m'attendais pas autant. Ah ouais, ah, quand même. Ouais, c'est pas étonnant. Je On pense que c'est pas étonnant, on en parle regarde, assez peu. on a Christophe qui s'appelle Belle Gueule. C'est quand même pas mal. C'est quand même assez avenant comme nom de famille. Ouais, il y a beaucoup de oui. Vaguement. Ouais. Non. Ouais, en fait, c'est en partie, ouais. Non, Patrick, c'est intéressant que tu nous parles de ça. Tu vois, comme tu es de tête, tu es black belt, tu as repassé ta black belt, tu es en train de la repasser, Patrick. C'est ça, il me semble, au green. Ouais, green belt. Oui, c'est ça. C'est étonnant que tu ne connaisses pas bien les ODD. Ça veut dire qu'on doit plus renforcer ça dans nos formations. Sophie, ouais, Nathalie, quand même. Là, Sandrine, effectivement, inclus dans les conditions d'achat des marchés. Avec plaisir, Christophe. Tu sais à quel point j'aime bien l'humour. Si on peut appeler ça l'humour. Alors, Laurent, super. Bon, il y a un A. Sandrine, inclus dans les conditions d'achat des marchés Nations Unies. Très intéressant. Bah, effectivement, on voit qu'il y a une bonne partie d'entre vous, finalement, qui ne maîtrisent pas ou partiellement. Ah, salut, Émilie. Ouais, on est sur un 60, Bon. on est sur un 60-40. Hein. 60 où c'est pas connu ou imprécis, et 40% connu. Donc là, c'est bien. Je suis étonné, tu vois, parce que c'est Sébastien qui a suggéré cette question tout à l'heure, et je ne m'attendais pas à ça. C'est très étonnant. Bon, si on prend les ODD, il y en a 17. Ils ont été construits par les Nations Unies, et c'est un appel à l'action de tous les pays afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Derrière prospérité et protection de la planète, vous pouvez lire finalement le fait de conjuguer performance économique et impact positif sur l'environnement et la société. Prospérité n'est pas que la protection de l'environnement, la prospérité doit se faire aussi par un équilibre économique qui nous permette à tous de travailler, de gagner de l'argent et de vivre. On ne peut pas se contenter d'uniquement faire de l'environnement, il va falloir réussir à conjuguer les deux. Et c'est bien ça le challenge. C'est bien ça le challenge et il ne faut pas qu'il y ait de contradiction là-dedans. Et c'est bien ce sur quoi on travaille depuis maintenant 13 ans chez SWOT. Si on prend un exemple des ODD pour rentrer un peu dans le détail, Sébastien, peut-être le 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Je vais partager un onglet. Donc là, vous voyez, on est allé sur le site de l'agenda 2030. Vous avez sur chaque ODD, vous avez un petit élément téléchargeable pour vraiment savoir plus sur ça. Mais le 13e objectif, donc prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Le 13e objectif vise à renforcer la résilience et la capacité d'adaptation des pays face aux aléas et catastrophes climatiques avec un focus sur le renforcement des capacités des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement. Cette ambition se traduit à chaque échelle, coopération internationale, opérationnalisation des fonds verts, élaboration des politiques, planification nationale, sensibilisation des citoyens, et on retrouve ici plein de choses, politique, évidemment, capacité, formation, éducation, autour de ça. Et donc, vous avez, voilà… c'est très détaillé. Ouais, c'est très détaillé. Le site, là, qui a été fait par l'ONU est vraiment très, très, très détaillé. Vous avez sur chaque indicateur, alors là, on ne parle pas qu'achat. Il faut comprendre qu'on parle du développement durable au sens large du terme. D'ailleurs, dans les objectifs, vous avez pas de pauvreté, vous avez un focus sur le 6, on voit eau propre et assainissement. Donc, c'est vraiment une remise à plat du développement durable, quel que soit le niveau de développement de chaque pays. C'est évidemment, on fait des liens avec les achats. Évidemment, on va rentrer dans le détail, évidemment, là on est dans la vision globale. C'est hyper intéressant de se rattacher là-dessus parce que tout le monde parle de RSE, de RSE et de RSE d'ailleurs, parce que le développement durable, on en parle beaucoup moins. Mais il faut savoir que beaucoup de choses viennent de là et vous allez voir que tout est lié. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, d'où ça part, où on en est aujourd'hui et où il faut qu'on aille, ça simplifie énormément cette nébuleuse RSE qui impacte aujourd'hui directement les achats. Il y a un réveil, je dirais, depuis 2 ans, pas beaucoup plus, les achats sont centraux dans la réponse aux enjeux de demain, comment faire? Et on va vous apporter des réponses très claires
aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller sur l'agenda 2030, qui est le site français, hein, Sébastien, c'est pas le site de l'ONU. L'agenda 2030, c'est la version française. Vous avez aussi la version sur l'ONU, hein, qui est aussi très complète. L'agenda 2030 français est super, super site. Félicitations, félicitations à l'État français. Ceux qui sont là en ligne, n'hésitez pas à nous proposer vos idées pour répondre aux ODD. On va commencer à y répondre. Donnez-nous vos idées. Comment on répondrait aux ODD par les achats, hein. Comment on pourrait améliorer la performance économique, comment on pourrait contribuer à répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Donnez-nous vos idées. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont très engagés là-dedans depuis des dizaines d'années, pour certains. Donc, n'hésitez pas à nous remonter comment vous feriez en commentaire. Si on prend la vision où on redescend sur la norme ISO 26000 et ISO 20400, les normes volontaires, hein, on va avoir donc les objectifs du développement durable, 17 ODD, objectifs du développement durable, c'est des objectifs, c'est des grandes trames, une grande vision. Et on va avoir la norme ISO 26000 et sa déclinaison achat responsable ISO 20400 qui va vous donner des moyens à mettre en œuvre. On va dire, voilà, pour répondre aux objectifs, voilà les moyens qu'il faut mettre en place. Et autour de ça, mais pas que, mais principalement autour de ça, on va retrouver aujourd'hui un ensemble de labels et de solutions de management RSE qui vont, si vous mettez en place les moyens attendus, vont vous décerner un label. Vous vous engagez à mettre en place des choses, vous mettez en place des choses, vous cochez les indicateurs et vous obtenez des labels. Et l'idée, c'est d'améliorer votre réponse à ces différents indicateurs pour aller améliorer ces solutions-là. Suivre ce cheminement peut apporter une compréhension plus simple et plus naturelle des moyens justement que l'on va mettre en œuvre. Aujourd'hui, on est très concentré sur les moyens, très concentré sur les normes. En fait, lire une norme et interpréter une norme, c'est compliqué. Ça nécessite des compétences. Tandis que les objectifs là, que vous avez de l'ONU, en fait, on est sur des choses très simples, basiques, naturelles. Et en fait, si on arrive à bien connecter les moyens que l'on met en œuvre et ces objectifs, bien on va simplifier et clarifier la démarche, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir des parties prenantes dans lesquelles vous allez avoir des projets dans lesquels ils seront intégrés, et pour qu'ils comprennent bien ces éléments-là, eh bien vous pouvez très bien faire ce lien entre des objectifs très simples, très basiques, que l'on retrouve à l'ONU, et justement la décomposition de la complexité de nos normes aujourd'hui proposées majoritairement par l'ISO. Oui, tout à fait. Ils sont basés sur l'ISO. Donc voilà un peu la vision aujourd'hui de déclinaison qui va jusqu'à l'offre, on va dire, de valorisation des moyens que les entreprises mettent en œuvre. Si on prend aujourd'hui le monde de la RSE globalement et les 17 objectifs du développement durable, c'est bien de prendre un peu de recul. Je vais voir si je peux faire un petit live. Tu as des oiseaux derrière toi, Sébastien? Oui. Ouais, je suis à la campagne, je peux fermer la fenêtre si ça s'entend trop. Moi, si j'ouvre la fenêtre, je te dis pas. Alors, il y a quelqu'un qui passe en moto derrière. Alors, donc les 17 objectifs du développement durable, voilà, j'ai mis la roue derrière pour comprendre, viennent finalement amener un espèce d'environnement de la RSE qui va être déclinable en deux grands lobes, d'accord, vous voyez ici, le lobe, on va dire, des solutions de management de la RSE, qui sont des solutions principalement privées, qui vont s'architecturer autour de plateformes. On va retrouver EcoVadis, on va retrouver CEDEX, qui est le leader mondial, on va retrouver les audits SMETA. Pour information, chez nous, on a un auditeur SMETA qui parcourt le monde et qui fait des audits RSE sur la base de ce référentiel. Vous allez retrouver par exemple Zei, qui est une super plateforme qui permet d'agglomérer les différents référentiels et d'y voir assez clair. Nous, on aime beaucoup cette plateforme et très intéressante. Vous avez la norme ISO 26000, d'accord, sur laquelle on va retrouver, j'agrandis un peu, des labels sectoriels, label ISR, RSE Scope BTP, bio-entreprise durable pour les entreprises de l'agro. Vous allez retrouver des labels généralistes, PME+, Lucie, engagé RSE AFNOR, d'accord. Vous allez retrouver des labels thématiques, Great Place to Work, numérique responsable, Envol, etc. Vous allez retrouver, par exemple, voilà. Et puis, vous avez bien sûr la déclinaison ISO 20400 avec la charte RFAR, le label RFAR, qui est vraiment la déclinaison achat responsable. On va retrouver d'autres choses comme par exemple Bicorp, etc. Il y a plein d'autres solutions. Ça permet de comprendre tout ça. Ce sont des solutions principalement privées. Ce sont des prestataires qui vont vous fournir autour, par exemple, de la norme ISO 26000 des solutions pour venir répondre à un référentiel, à un label
et obtenir une valorisation de votre démarche. De l'autre côté, on a le cadre législatif transformateur européen qui, lui, est très, très lié justement au 17 ODD. On retrouve la CSRD, taxonomie, devoir de vigilance, la transposition française. Je vais donner quelques exemples. Je précise évidemment que dans nos articles, etc., vous avez tout le détail de tout ça. Sapin 2, loi RIN, décret BGS, loi climat, plan public pour des achats publics durables, plan de sobriété énergétique, DPEF. Et en fonction finalement, en fonction de votre secteur d'activité, de la taille de votre entreprise, de différents paramètres, en fait, vous allez être plus ou moins touché rapidement par le cadre législatif, d'accord ? Et les solutions de management RSE vont être plus ou moins adaptées à votre projet. Typiquement, si on prend là, ça permet de comprendre facilement. Si on prend donc les solutions de management, vous en avez le choix. Vous choisissez celle que vous prenez, sauf si un client vous l'impose, évidemment. Souvent le cas d'Ecovadis, on vous dit il faut que vous ayez une note Ecovadis. Bon, là, vous suivez le truc. Mais globalement, vous avez le choix. Ce sont des prestataires. Ce n'est pas eux qui font votre RSE, c'est vous qui faites votre management RSE et ça vous sert à valoriser votre démarche. Par exemple, si vous êtes dans l'agroalimentaire bio, vous n'allez pas prendre le RSE Scope BTP. Vous allez évidemment aller sur un bio entreprise durable. D'accord ? C'est là où on comprend mieux. Les généralistes sont adaptés de manière très transversale à tous les secteurs. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Ce qu'il faut… Après, l'écosystème est vaste. Ce qu'il faut retenir, c'est la slide précédente où on expliquait bien les moyens, d'un autre côté la valorisation des moyens, avec notamment les labels. Et effectivement, vous avez de très très nombreux labels, mais il ne faut pas confondre les deux. Les moyens mis à mettre en œuvre et les labels pour valoriser la démarche. Petit rappel de Stéphane, pour rappel, le label RFR et la norme ISO 20400. Intéressant si on a des, on va dire des, ok, s'engager en machin et d'aller, de s'engager sur un et aller vers le label RFR car c'est structurant. Très très bonne idée. Oui, le label RFR, c'est effectivement… ça a été propulsé de mémoire par le Sénat et ça a été un des premiers, un des premiers référentiels structurants, parce qu'on peut parler de référentiel, qui a été établi spécifiquement pour les achats. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre sur la limite de l'obligation de moyens, de dire, voilà, j'ai formé mes équipes, j'ai intégré la RSE dans mes process, j'ai formalisé une politique achat responsable, j'ai fait signer une charte à tous mes fournisseurs. Bon, il y en a plein de moyens qu'on peut mettre en place pour aller finalement générer quoi? Qu'est-ce qu'il y a en face des moyens? On va le voir juste après. On peut se poser la question de se cantonner aux moyens. Est-ce que ça permet d'avoir une contribution aux EDD qui est complète? On va voir en fait aujourd'hui qu'il est temps de passer de l'ère des moyens à l'ère des résultats et qu'en fait, dans l'approche qu'on souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est de croiser l'obligation de moyens sans laquelle, finalement, la génération de résultats n'est pas possible. Sans moyens, on n'a pas de résultats. Si on ne forme pas ces équipes, on ne peut pas avoir des équipes qui vont contribuer à générer des résultats. Donc, l'imbrication moyen-résultat est une dimension qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est d'ailleurs le résumé de notre métier. Un directeur achat dans une entreprise, un consultant achat, il arrive, il va définir où on en est sur la structuration des moyens, d'accord, pour derrière aller structurer la génération de résultats, qui est ce pourquoi une entreprise fait appel aujourd'hui aux achats. Très simplement, la fonction achat, aujourd'hui, elle est appelée sur 4 axes. Contribuer à la performance économique de l'entreprise, par la baisse des coûts, évidemment, c'est souvent ça qu'on résume la fonction achat, mais aussi par la hausse de la valeur ajoutée, en développant des produits à plus forte valeur ajoutée, et par le développement des ventes, en générant, par exemple, des avantages compétitifs, etc. Ça, c'est la performance économique. On va avoir la réduction du risque supply chain, qui est un des éléments fondamentaux du métier d'acheteur. On va avoir évidemment la réduction des impacts RSE, et on va avoir une amélioration de la réponse apportée aux parties prenantes, qu'elles soient internes, si on est sur des portefeuilles achats internes, ou externes, où là, on peut aller jusqu'aux consommateurs, clients, etc. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de passer de l'ère des moyens à l'ère des résultats pour avoir une dimension qui est complète, structurée. Et on va voir que ça permet en fait de répondre à l'intégralité des ODD en fonctionnant comme ça. Donc, typiquement, l'obligation de résultat, de combien j'ai réduit mon impact CO2, quelles sont les améliorations sociétales concrètes que j'ai apportées, quels sont les autres impacts sur l'environnement, il n'y a pas que le CO2, et quelles sont les améliorations sur la performance économique que j'ai apportées. Un point qui est important, c'est que bien souvent, aujourd'hui, quand on regarde les différentes solutions de management RSE, on est très orienté RSE, et on oublie parfois, même très souvent, la performance économique,
parce qu'on a beaucoup de mal à lier les deux. Hein. On en parle, mais on n'apporte pas de solution concrète pour y répondre. On a du mal à coordonner les deux. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on vous apporte avec la méthode. Ce commentaire de Guillaume, c'est vraiment l'expérience vécue. Alors après, vous allez le dire, on n'a peut-être pas de chance, on tombe sur beaucoup d'entreprises qui s'orientent sur les moyens et qui ne parlent jamais de leurs résultats. Mais aujourd'hui, en fait, 90% des entreprises dans lesquelles on peut être amené à former des équipes ont vraiment cette difficulté de passer à la valorisation au travers de résultats. On est encore beaucoup orienté sur, voilà, vous l'avez vu dans les ODD et même dans les normes, un des points, c'est je dois former mes équipes. Donc, je forme mes équipes, mais on n'est pas dans cette vision de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette formation et quels sont les objectifs que l'on se donne à la fin de la formation pour avoir de vrais résultats impactant le développement de l'entreprise. Ouais. Et après, voilà, ça reste une hypothèse et ça reste notre vision et notre expérience. Vous travaillez peut-être dans des entreprises où ce n'est pas du tout le cas, où vous avez vraiment pris l'obligation de résultats à bras-le-corps. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que l'écosystème, selon nous, des achats, est encore beaucoup trop orienté sur les moyens. Oui. Alors, il y a une raison à ça qui est assez logique. Hein. Il faut mettre en place les moyens avant d'obtenir des résultats. Quand on prend la conscience globale de la part des achats dans la contribution au 17 ODD, mais plus globalement au développement durable et à la RSE, en fait, c'est finalement assez nouveau. Nous, ça fait des années qu'on fait ça et je sais, là, j'ai vu qu'il y a Stéphane, par exemple, qui assiste au live, qui fait ça aussi depuis 15 ans. Souvent, on se retrouve, Stéphane qui a contribué d'ailleurs au livre, on a travaillé ensemble dessus. En fait, on se retrouve avec certaines personnes où ça fait des années qu'on fait ça de manière assez logique. Mais c'est vrai que quand on regarde, nous, on a travaillé quand même dans une 50aine d'entreprises de toute taille et tout secteur d'activité, et on se rend compte bien souvent que aujourd'hui, on est très focalisé sur c'est quoi ma note EcoVadis, je veux avoir tel label, je veux avoir tel machin. Et en fait, on est là, alors il faut que je forme mes équipes, mais en fait, je donne un exemple typique parce que on est quand même centre de formation. Chaque semaine, on a des entreprises qui nous contactent pour former leurs équipes. Et aujourd'hui, on refuse une bonne partie parce que souvent, on vient nous dire, voilà, en gros, je veux cocher la case pour avoir une amélioration de ma note, typiquement, enfin, de ma note ou m'aider à obtenir une meilleure note sur un label. Et derrière, je vais former mes équipes une demi-journée ou une journée. À un moment donné, il faut adapter les choses aux enjeux, quoi. Vu les enjeux, il y a un fond à avoir. Et c'est ce qu'on rencontre beaucoup dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui se focalisent sur avoir une bonne note sans vraiment s'orienter sur la génération de résultats. Et c'est un véritable souci. C'est très vrai. Puis du coup, on se retrouve, si on va former des équipes où la moitié des gens ne savent pas forcément ce qu'ils font dans la formation. Et c'est là où on s'y prend mal. En fait, cibler, quoi qu'il en soit, les objectifs que l'on souhaite atteindre. On a vu tout à l'heure intégrer la RSE dans nos process. Et en fait, on a tellement d'exemples d'entreprises qui mettent la RSE sur des sujets complètement annexes. Et derrière, ils ne ciblent même pas les objectifs. Si leurs objectifs, à un moment donné, ils savent au moins donner des objectifs sans avoir fait toute une démarche d'analyse et de diagnostic, au moins essayer d'avoir un objectif d'amélioration des impacts de l'entreprise. Ça va vraiment lui permettre de donner un fil directeur à on va faire une formation, mais gardez bien en tête que le fil directeur, ça sera de réduire les impacts environnementaux, sociaux et d'améliorer effectivement, in fine, de toute façon, notre bilan économique. Ouais, et ça, derrière, quand on a les gens en formation qui ont cet objectif qui leur a été donné par la direction, ils savent pourquoi ils sont là et ils nous posent beaucoup de questions et on avance et la formation est vraiment vertueuse vis-à-vis d'une simple recherche de cocher effectivement la case qui va bien sur le questionnaire EcoVadis. Oui, il y a vraiment deux grandes catégories d'entreprises, c'est vrai. Un chiffre intéressant, les achats, c'est 40 à 80% du chiffre d'affaires des entreprises et des impacts RSE. Donc là, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on est en première ligne pour accompagner la transformation des organisations vers un modèle plus durable et performant. Et c'est une véritable opportunité pour notre métier qui est un peu en mal de reconnaissance. Aujourd'hui, on est un peu en dessous de la supply chain, on ne sait pas trop comment se positionner. Dès qu'on veut élargir sur une vision TCO, voire TVO, je rebondis, Stéphane, comme tu es là, global de la valeur apportée par les achats, souvent on vient me dire, mais ce n'est pas ton métier. Qu'est-ce que tu fais là?
quand on commence à devoir faire interagir les différentes parties prenantes, par exemple, je sais pas, au lieu d'acheter un carton pour essayer de baisser le prix, on va essayer d'améliorer la productivité sur une ligne de fabrication. Là, vous avez la production, on dit, mais c'est pas ton boulot, ça c'est mon boulot. Et en fait, il y a un vrai souci de transversalité. Et l'arrivée de la RSE aujourd'hui permet aux achats qui sont centraux là-dedans de basculer sur un modèle de management de la performance économique, sociale, environnementale, de management de la triple performance, pour aller amener une très forte valeur ajoutée et nous positionner en première ligne, finalement, au sein des entreprises, en partenaire numéro un, en service partenaire numéro un de la direction, pour accompagner la transformation des organisations vers ce nouveau modèle. Donc là, il y a une vraie opportunité de nous transformer. Et comme on l'a vu dans des précédents lives, c'est une opportunité, mais opportunité non saisie, ça veut dire quoi, Sébastien? C'est qu'on passe à côté, effectivement, des opportunités d'amélioration de nos impacts et du développement de notre entreprise. C'est ça, et menace, tout simplement. Menace, l'histoire du nom SWOT, que vous connaissez la matrice, vient de là. Hein. On est très axé sur l'analyse interne, externe. Force, faiblesse, opportunité, menace. Et effectivement, si on ne saisit pas cette opportunité, il y a une vraie menace pour les achats avec la création de services RSE, le marketing qui s'empare du sujet pour gérer des projets qui ne sont pas structurés comme on pourrait le faire. Et finalement, la valeur ajoutée de la fonction achat va décroître dans les années à venir jusqu'à passer sur des niveaux de maturité très faibles. Hein. On parle de niveau 3, voire passer niveau 2, donc limite approvisionnement. Et donc, on ne va pas s'éclater dans notre métier, on ne va pas réussir cette transformation. Et là, il y a un vrai sujet pour nous, quoi. Il y a un commentaire d'Alioun parmi les commentaires, là, il nous dit « Maintenant, les entreprises, de toute façon, sont obligées de le faire avec la CSRD. » Ça, c'est un bon exemple. En fait, on se rend compte qu'à cause de la CSRD, beaucoup d'entreprises ont embauché des pilotes de la RSE dans les entreprises qui viennent complètement empiéter sur le rôle et la fonction du service achat, parce que ça n'a pas été anticipé ni géré par les achats du tout. Donc, on préfère le confier à un service dédié. Et c'est exactement ce que dit Guillaume, c'est que les achats, là, on est en train de perdre une partie de notre job, surtout dans les grandes boîtes où on a des obligations de résultats. Alors, on a l'obligation de suivre nos résultats et de les publier. Aujourd'hui, il n'y a pas de réelle obligation d'amélioration de tant de pourcentage. On a une obligation de déclaration. Mais on est déjà en train de faire intervenir des gens qui prennent le pas justement sur ces résultats à la place des achats, qui devraient valoriser leur démarche pour pouvoir compléter ces rapports. Oui, il y a un vrai sujet autour de ça et de la place qu'on doit prendre. Et vous savez, une place qui n'est pas prise ne reste jamais longtemps vide. Il y a vraiment un enjeu pour nous de nous positionner, de monter en expertise, en valeur ajoutée, de définir un langage commun. C'est bien le sujet de SWOT, hein, c'est l'essence de SWOT. C'est de créer ce langage commun pour transformer la fonction achat vers ce management de la triple performance qui va nous permettre de répondre aux enjeux de demain et de développer notre valeur ajoutée, d'exister demain finalement, au sens où on voudrait exister. Rapidement, si on prend la fonction achat, vous l'avez sous les yeux. Ça, c'est la fonction achat. Vous avez d'un côté les enjeux organisationnels, l'obligation de moyens, hein, structurer les ressources humaines, les processus, évidemment, la connexion. Tu peux couper ton micro, Seb, quand j'entends beaucoup de bruit de ton côté. RSE, outils, pour pouvoir vraiment structurer finalement l'excellence organisationnelle, les moyens nécessaires aux achats pour pouvoir générer des résultats sur le portefeuille. Et là, on retrouve ce qu'on connaît bien, hein, direct, indirect, catégorie, famille, sous-famille, article, sur lesquels on va devoir générer des résultats. Par résultat, hein, j'entends de manière très simple, amélioration de la performance économique, on en a déjà parlé, réduction des risques supply chain, réduction des impacts RSE et amélioration de la réponse aux attentes des parties prenantes. C'est ça aujourd'hui. Pourquoi une entreprise appelle les achats, c'est pour ça. Et pour faire ça, il faut qu'on génère des résultats. Voilà. Et vous retrouvez ici la RSE, hein, finalement, qui est vraiment connectée et partie prenante des enjeux organisationnels aux achats, puisqu'on en représente la principale partie dans un bon nombre d'activités. J'ai vu tout à l'heure Vincent qui parlait de 90% dans le négoce. Bon, c'est 90% pour une certaine raison, hein, c'est que le négoce achète-revend, et donc naturellement, plus le négoce fait de faibles marges, plus les achats prennent une part importante. Mais il faut savoir que dans le négoce, quand on ne transforme pas, on a finalement les principaux leviers de réduction des impacts environnementaux qui sont chez nos fournisseurs. Et donc là, l'acheteur qui est dans la grande distrie, typiquement, hein, pour avoir travaillé avec pas mal de monde dans ce domaine-là, vont devoir travailler, finalement faire ce travail d'activation de projets de levier technique chez
leurs fournisseurs chez leur tissu de PME groupe qui fournissent ces produits-là pour pouvoir réduire les impacts globalement. Quand on achète et qu'on revend, la valeur ajoutée, le pouvoir d'action est très faible. Donc oui, les achats représentent beaucoup, mais en fait, l'action de l'acheteur et du service achat va se jouer chez les fournisseurs et de manière vraiment interne aux fournisseurs des produits qu'il achète. Donc, gardez bien en tête, obligation de moyens, obligation de résultats. Le métier des achats, c'est ça. Hein. D'un côté, on structure les moyens. La RSE est intégrée. Ce qui est drôle, hein, je prends un exemple. Quand on forme ses équipes à maîtriser le management de la triple performance, ben finalement, on va répondre aux indicateurs qu'on va retrouver dans les normes, hein, notamment normes ISO 20400, EcoVadis, etc., etc. Hein. Et on va retrouver ça petit à petit aussi dans le cadre législatif. Donc, en fait, en structurant les moyens pour faire un service achat qui est manager de la triple performance, on répond de facto aux différentes obligations de moyens et indicateurs demandés dans les solutions de management RSE. On avance un petit peu. On répond de facto et on est vraiment sur la possibilité de répondre à l'obligation de résultat parce qu'on n'a pas juste formé les acheteurs en fait, aux enjeux organisationnels et à la RSE. On les a aussi formés à prendre en main leur portefeuille achat pour justement aller identifier les projets clés pour aller chercher le maximum de résultats. Projets justement sur des familles d'achat ou même des projets organisationnels sur le fonctionnement du service achat de l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, comment on priorise aux achats? C'est extrêmement simple. Aujourd'hui, on vous fournit un processus qui s'appelle le cube stratégique, qui en 6 étapes vous permet tout simplement de structurer un plan d'action. C'est sur ça qu'on va faire un petit focus pour vous aider sur la partie obligation de résultat qui est beaucoup plus floue pour beaucoup d'entre vous. On va vous montrer exactement les étapes principales hein, pour prioriser sur un portefeuille achat. Hein. Donc là, on est sur le lobe de droite, hein, tout simplement, qui est le véritable sujet, un petit peu le combat de SWOT. Et bien sûr, comment on structure l'obligation de moyens avec l'hexagone organisationnel qui va permettre finalement sur les différents axes de définir les actions à mener en fonction du diagnostic organisationnel qu'on a mené, les actions à mener pour aller chercher l'excellence organisationnelle aux achats. Donc d'un côté, quels sont les projets prioritaires à mener pour aller générer des résultats et de l'autre côté, quels sont les moyens à mettre en œuvre finalement pour être capable de générer ces résultats. Si on regarde en vision, je dirais, un peu plus détaillée, vous avez donc le process pour définir un plan d'action et vous avez à l'issue de ça des actions organisationnelles. Je dois recruter, je dois former mes équipes, je dois intégrer les process, la RSE dans mes process, je dois structurer, alors ça dépend du niveau de maturité évidemment de l'entreprise. Je vais aller chercher, m'engager dans le label ou la charte engagée RSE, RFR, pardon. Je vais, par exemple, structurer mon data management, revoir complètement mes nomenclatures. Ça peut aller très, très loin. Hein. En fonction tout simplement du niveau de maturité d'un service, eh bien, on a des actions organisationnelles à mener pour progresser au niveau organisationnel. De l'autre côté, tout simplement, sur mon portefeuille, j'ai décidé, je dois travailler en premier sur, par exemple, si on est, je sais pas, chez Evian, le premier projet, ça sera travailler sur les bouteilles en plastique. Le deuxième projet, ça sera travailler sur les bouchons. Le troisième projet, ça sera de travailler sur les étiquettes. Et ainsi de suite, l'objectif étant de tirer un maximum de résultats, performance économique, baisse du risque, réduction des impacts RSE et amélioration de la réponse aux parties prenantes sur le portefeuille. Et c'est de cette manière-là qu'on va contribuer aux ODD. On va mettre l'obligation de moyens qui participe à contribuer aux ODD, mais surtout, on va amener l'obligation de résultat qui contribue aux ODD. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre dans ce live. Si on prend aujourd'hui l'obligation de moyens, très rapidement, parce que le temps file, vous avez donc l'hexagone organisationnel qui permet, en fait, avec les différents axes, de voir où est-ce qu'on répond hein, aux 17 ODD. On vous laissera revenir dessus, mais bon, si on prend un exemple compétences, former en continu, ça fait partie de l'ODD 4. Hein, voilà, et sur la présentation, vous pouvez cliquer, accéder directement aux détails de cet ODD. Et si on rentre dans le détail, eh bien, il y a plein de façons de répondre aux ODD par la mise en place de moyens. C'est juste que la finalité, parfois, n'est pas évidente. Ce n'est pas parce qu'on forme qu'on génère des résultats. Et si on forme et qu'on ne génère pas de résultats, ou si on forme, et comme on l'a dit tout à l'heure, certaines entreprises qui veulent former, le pire que j'ai eu, c'est 2h30. Hein. On nous a demandé des e-learning de 2h30 pour former l'intégralité des équipes. Je parle de très grands groupes, juste pour cocher des cases. Pardon.
Donc là, il y a un vrai sujet de qualité finalement et de résultats. La qualité fait les résultats. Donc c'est très, très lié. La connexion sur l'ODD, éducation de qualité, on va donner un exemple parmi les 4 ODD que l'on montre ici. Là, on parle vraiment de toute éducation, de l'éducation des populations, que ça soit sur les cursus primaires, collège, lycée. Et en fait, nous, on fait ce lien avec cette ODD par rapport à l'éducation continue, notamment des acheteurs, dans la maîtrise effectivement des techniques et des méthodes qui vont leur permettre d'avoir un impact sur la triple performance de leur entreprise. Qu'on retrouve dans l'ODD 13, quand on parle de la réduction des impacts environnementaux. Il est parlé qu'il faut former finalement et être en capacité d'eux. Donc pour être en capacité d'eux, il faut former, puisqu'on sait que la capacité des leaders de demain à agir passe d'abord par la formation. Si on rentre dans l'obligation de résultat, c'est très simple. Quelles sont les familles sur lesquelles je vais travailler pour pouvoir aller générer des résultats? Et là, on va rentrer dans le détail de ça, justement, hein, la vision moyen résultat sur les ODD. Aujourd'hui, si on prend la roue des ODD, on se rend compte qu'on a 5 ODD qui sont vraiment directement liés à l'obligation de moyens. Et on va en avoir 11 qui sont, pour le coup, directement liés à l'obligation de résultat. Donc, on peut dire aujourd'hui que l'obligation de résultat va répondre de manière beaucoup plus complète aux ODD que l'obligation de moyens. Mais comme on sait que sans l'obligation de moyens, on n'a pas les résultats, c'est l'imbrication des deux qui va vous permettre de contribuer aux 17 objectifs du développement durable de manière plus ou moins directe. Vous allez voir à l'issue de ce live qu'on va vous donner 2 exemples de projets sur lesquels on a répondu de manière très concrète et mesurable aux ODD. Sébastien, on rentre un peu sur l'obligation de résultat? Tout à fait, avec l'exemple. Ouais, on va rentrer déjà sur comment on priorise au sein de son portefeuille. On est sur le lobe droit de la fonction achat, hein, le portefeuille achat. Tu nous parles un peu du tableau de bord? Alors tout à fait, un des éléments pour pouvoir voir ce que l'on doit prioriser, c'est de faire l'état des lieux de nos dépenses. Donc là, on a volontairement simplifié notre tableau de bord. Pour certains, vous le connaissez, on a fait un outil sur Excel qui est compatible dans n'importe quelle société aujourd'hui dans le monde, parce que tout le monde a Excel. Et l'objectif avec ce tableau de bord, c'est d'identifier effectivement les familles à impact important en tout cas dans votre entreprise. Et aujourd'hui, on fait évoluer cet outil tableau de bord en intégrant les données CO2. Donc, on est en train notamment de travailler avec Johan, qui nous suit peut-être aujourd'hui, en tout cas, que l'on a vu nous dire bonjour ce matin, pour créer effectivement la première passerelle entre le bilan carbone de l'ADEME et ce que l'acheteur peut mettre en place rapidement, simplement, pour mesurer son CO2 et venir rapprocher son CO2 de l'ensemble de ses dépenses, effectivement, qu'il va pouvoir suivre au travers du tableau de bord. Ça fera partie, je pense, d'un live futur, mais on est en train de créer un outil passerelle pour les achats, pour pouvoir en moins de 2 minutes, article par article, pouvoir établir le CO2 sur les bases de données de l'ADEME, sur la méthodologie de l'ADEME, mais avec un outil très simple à utiliser. Ouais. Aujourd'hui, le tableau de bord, vous le connaissez. Si vous ne l'avez pas vu, vous le trouverez sur Internet sans problème. Aujourd'hui, ça fait un moment qu'on a un tableau de bord qui permet d'avoir la vision financière et extra-financière, donc de remonter finalement les mesures avant projet et les mesures après projet pour consolider finalement des réductions d'impact carbone, mais pas que, hein, et également social, puisque social qui sont rattachés souvent aux fournisseurs. Une note sociale va être rattachée souvent à un fournisseur et pas à une famille, puisque en fonction des fournisseurs, on va avoir des impacts complètement différents. On arrive déjà à faire ça depuis maintenant 2-3 ans, Sébastien. Et là, c'est vrai que l'intégration de la dimension ADEME, bilan carbone, etc., va nous permettre de vraiment directement répondre à certaines obligations, à certaines attentes de la part des directions et pour pouvoir y contribuer de manière, on va dire, beaucoup plus simple et rapide. Voilà. Donc, c'est vrai que là, la formation est sortie avec cette capacité à mesurer les impacts CO2 sur la base de ces référentiels-là très facilement. L'outil sort en fin octobre et on fera un live sur le sujet. Du coup, avec l'apprenant, un ancien apprenant qui va devenir formateur sur ce sujet-là. Et vous allez voir, c'est une vraie solution qui va vous simplifier la vie pour faire le bilan CO2 de vos articles. Là où, aujourd'hui,
parce que pour le coup, on a mis les mains dans le cambouis des solutions proposées par l'ADEME. Clairement, il faut être ingénieur dans la réalisation de bilans carbone pour pouvoir utiliser les outils. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, je repartage là. Tac, le live. Je ne suis pas au bon endroit. Allez, on est bon. Donc, une fois que vous avez fait votre portefeuille, l'idée de ce schéma-là, qui est très simplifié, c'est vous permettre de comprendre l'approche méthodologique. Vous avez ici vos familles sur votre tableau de bord. On a fait X live sur les tableaux de bord. Allez sur YouTube. Si vous voulez voir les tableaux de bord en détail, il y a tout ce qu'il vous faut. Ces familles-là, on va avoir par exemple des Pareto. On va voir quelles sont celles qui ont le plus de poids sur la performance économique. On va pouvoir voir en temps réel le nombre de fournisseurs qu'on a sur ces familles. On va pouvoir voir les impacts RSE. On va pouvoir voir les impacts sur le chiffre d'affaires, etc. On va voir beaucoup d'éléments. Et ces éléments-là nous permettent en fait de placer les familles que vous retrouvez ici sur une matrice, d'accord? Et donc, par exemple, une famille qui est à la fois, qui a un gros poids sur la performance économique, grosse part du chiffre d'affaires, grosse part sur les produits vendus, criticité au niveau de la rentabilité, par exemple, et qui a un gros risque supply chain, bon, typiquement d'avoir qu'un fournisseur sur un achat qui est aussi lourd, et c'est extrêmement risqué, va être ce qu'on appelle stratégique. Donc, on va avoir un achat stratégique, gros poids sur la performance économique, gros risque supply chain. Et si cet achat-là, si on reste sur l'exemple des bouteilles en plastique, par exemple chez Evian, eh bien, quand on voit que la bouteille en plastique, c'est potentiellement, disons, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais 60% de l'impact environnemental d'Evian, juste la bouteille, pas le bouchon, pas l'étiquette, hein, je parle que de la bouteille, de la famille bouteille, qui peut regrouper des bouteilles d'1 litre, 2 litres, 10 litres, 250 ml, 500 ml, va être le sujet principal d'impact environnemental pour l'organisation. On va avoir un fort impact environnemental. Évidemment, la bouteille qui est utilisée par les consommateurs, qui a un gros sujet d'image et de perception des consommateurs, va avoir un gros enjeu sur les parties prenantes. Et donc, gros impact RSE, gros impact sur les parties prenantes. On va avoir la bouteille en plastique qui a à la fois un gros enjeu interne, gros poids sur la performance économique, gros risque, gros impact RSE et gros impact sur les parties prenantes. Donc, elle va être stratégique, d'accord, à impact externe prioritaire. Donc là, on dit, on va pouvoir placer les différentes familles sur la matrice et naturellement pouvoir prioriser sur les familles qui ont le maximum d'impact. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir des gros impacts sur les ODD, des gros impacts sur la RSE, sur la performance économique de votre entreprise, sur les impacts RSE, eh bien, il faut que vous travaillez sur les familles qu'on appelle management de la triple performance, qui vont combiner à la fois des gros enjeux sur la performance économique, sur le risque, des gros enjeux RSE, des gros enjeux sur les parties prenantes. Et c'est là que vous allez avoir beaucoup plus de leviers activables pour aller réduire la position sur la matrice, hein, c'est le rôle des achats, et générer un maximum de résultats, tout simplement. Donc, prioriser, c'est un peu le nerf de la guerre. Si vous travaillez sur vos contrats d'énergie, alors que c'est le budget numéro 35 sur votre portefeuille, vous allez tuer les moustiques au lieu d'assécher le marais. Là, l'idée, c'est de prioriser sur ça. Et bien sûr qu'il faudra travailler sur tout, mais l'idée, c'est quand même de prioriser. Et donc, c'est très simple, hein. Vous reprenez vos familles, vous les intégrez dans un plan d'action en priorisant sur ce qui est le plus important. Vous attribuez en fonction des ressources que vous avez les projets et vous menez les projets en activant les leviers, hein, leviers de performance économique, appel d'offres, massification, etc. Donc commerciaux, de techniques, vous allez avoir standardisation, éco-conception, réduction, changement des matériaux, etc. RSE, bah, effectivement, quand on fait de l'éco-conception, on va baisser le poids et en baissant le poids, on va réduire les impacts RSE, par exemple. Et les leviers parties prenantes qui peuvent aller d'une innovation qui va permettre de se démarquer, d'un changement d'ergonomie de la bouteille, de plein de choses qui peuvent venir contribuer à l'amélioration des parties prenantes. Voilà, j'ai pris l'exemple là, si c'était une bouteille en plastique, c'est adaptable à tous les secteurs d'activité. Donc, une fois que vous allez lancer ces projets, eh bien, vous allez générer des résultats. Donc, imaginons qu'à l'issue d'un projet sur la famille bouteille qui serait animé par, imaginons, Nathalie Dessat, qui est ici présente, eh bien, à l'issue du projet, on va générer par exemple 350 000 € d'économie, 270 tonnes de CO2 sur la base d'un référentiel officiel, donc référentiel ADEME et référentiel peut-être Citeo, le BEE éco-emballage, qui sert à mesurer ces impacts-là. Et au niveau de la criticité d'impact social, on va la réduire en travaillant avec des fournisseurs peut-être qui ont une meilleure vision de respect, une politique sociale, de gestion de la pauvreté, etc. Et on va travailler sur ces 3 axes, tout simplement. Donc là, les éléments que Guillaume vous montre, ce sont des éléments de nos cours.
Si vous les cherchez sur Internet, effectivement, on a au travers de notre méthode Impact 3, donc l'évolution du PES, parce que j'ai vu que pas mal de personnes avaient repris la méthode PES comme exemple d'outil à mettre en œuvre. Vous la retrouverez bien évidemment dans nos formations et maintenant dans le livre. Donc on pourra peut-être faire un refocus sur le livre, Guillaume, parce que j'ai vu dans les commentaires que les personnes aimeraient revoir en tout cas le lien pour pouvoir éventuellement l'acheter. Ouais, donc pour le livre, il suffit d'aller sur le site internet. Vous avez un petit formulaire et dès qu'il sort, on a nos équipes qui vont vous contacter pour donner le lien pour pouvoir le prendre en ligne. Il sera disponible partout puisque c'est Duno qui gère la commercialisation. Donc vous pourrez l'avoir d'ici quelques semaines, une fois que tout sera bouclé, puisqu'il y a pas mal d'échanges autour de ce livre avec Duno. Donc il est retardé, je crois, de 2 semaines, rien de grave. Et vous le trouverez partout, sur Amazon, à la Fnac. Ouais. Chez vos meilleurs libraires, bien sûr. Je sais pas. Elle a capté que je l'ai mise sur le projet. Est-ce que vous avez des questions? Et oui, j'aime bien, Sandrine, ce que tu dis. C'est évident que si on touche au cœur de métier de l'entreprise, il y a de gros impacts. Il faut aussi s'occuper des moustiques, je suis tout à fait d'accord. Mais tu sais, Sandrine, il y a tellement aujourd'hui de sujets à traiter pour répondre à ces objectifs et pour accélérer cette transition que nous, acheteurs, on a tout à fait intérêt à bien choisir nos secteurs d'activité, c'est-à-dire des secteurs d'activité où les achats ont un gros potentiel de transformation, donc qui représentent une grosse part du chiffre d'affaires et de la performance RSE. On a intérêt à choisir les familles d'achats qui sont dans le management de la triple performance, typiquement, et c'est important de le repréciser. Si tu travailles sur les familles qui sont là-haut, tu vas pouvoir générer beaucoup plus de résultats que si tu es sur les familles qui sont en bas à droite. Je ne sais pas, moi, la sous-traitance et les frais généraux dans une entreprise industrielle. Tu vas te retrouver là, et ben, il n'y a pas de secret. Si tu es là et que tu as déjà un faible impact, tu ne vas pas générer des résultats extraordinaires. Donc, les acheteurs qui sont engagés dans cette transformation doivent bien choisir leur secteur d'activité, c'est-à-dire, c'est très simple, c'est les secteurs d'activité où on repense la manière dont on fabrique les choses, cultivons la nourriture et déplaçons les personnes et les biens. C'est là où il y a le principal enjeu aujourd'hui d'impact sur l'environnement et d'impact sur la performance économique. Travailler dans ces secteurs d'activité-là et choisir les catégories, les portefeuilles qui sont sur cette typologie-là, c'est la garantie de pouvoir générer de vrais résultats avec tous les bénéfices qu'on en attend. Quand on génère beaucoup de résultats, on augmente sa valeur sur le marché, on s'éclate beaucoup plus dans son métier. Donc, il y a un vrai enjeu par rapport à ça aussi au niveau personnel. On est un acteur à impact, on prend du plaisir, etc. Ce qui est important, c'est d'expliquer la démarche à ses collaborateurs. Parce qu'en fait, il faut expliquer le pourquoi on va prioriser. En vrai, ce n'est qu'une problématique de temps. Parce que, en gros, même les moustiques, effectivement, il faut s'en occuper. Oui. Si on a le temps de tout faire, ben c'est génial, c'est top. Mais il faut expliquer et projeter les équipes dans ce choix que l'on fait. Et avant même d'expliquer ça aux équipes, il faut l'expliquer à la direction qui, elle, aime bien nous taquiner sur les moustiques. Et en fait, c'est pour ça qu'on a besoin d'une vraie démarche et une vraie compréhension de la direction sur ce que vous faites et pourquoi vous priorisez les éléments. Je peux vous garantir que si vous donnez les hypothèses de résultats de vos projets principaux à la direction, elle va complètement comprendre que c'est effectivement une priorité stratégique pour l'entreprise. Et elle va vous laisser tranquille sur les moustiques. Et derrière, va en découler une compréhension de tout le monde que les moustiques sont embêtants. on peut mettre quelques garde-fous, mais on va les traiter. On n'a pas forcément toutes les ressources et tout le temps pour le faire. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu évoques. Typiquement, le fait de tuer les moustiques, souvent est révélateur d'une obligation de moyens qui n'est pas respectée. On va avoir des équipes qui sont sous-staffées. Je vous donne l'exemple typique. Je le répète souvent, mais ça permet de comprendre. Aujourd'hui, quand on accompagne une entreprise avec Sébastien, on l'a fait pendant des années, première question qu'on pose, vous faites combien de chiffre d'affaires? 100 millions. OK. Vous avez combien de personnes dédiées aux ventes pour faire ces 100 millions? Ah, j'ai 40 personnes. OK. Les achats, c'est combien chez vous en part du chiffre d'affaires? Oh, c'est au moins 40%. Et là, tu lui dis, vous avez intégré les transports, vous intégrez ça, ça, ça. Ou là, non, c'est au moins 60%. Ah, OK. Et vous avez combien de personnes dédiées aux achats? 3. Ah, OK. Et sur ces personnes, vous avez des personnes qui passent les commandes? Oui, j'en ai 2. Ah, d'accord. Vous avez un responsable achat et 2 approvisionneurs. Donc, à un moment donné, tuer les moustiques, c'est aussi, dans l'obligation de moyens, adapter les ressources aux enjeux, former ses équipes, évidemment. Parce qu'en fait, tu ne vas pas pouvoir générer des résultats
efficacement si tes équipes ne sont pas suffisamment staffées et compétentes. Dans les deux, tu peux avoir des équipes très, très bien, très compétentes, mais s'il n'y a pas assez de ressources, elles ne vont pas pouvoir gérer des projets et libérer du temps pour gérer les projets. Et c'est là où vraiment, il y a vraiment un enjeu énorme. Pour répondre, là, il y a eu pas mal de questions. Le livre détaille les référentiels. Donc, dans le livre, il faut savoir que le livre, c'est 180 pages sur un ouvrage qui en fait 400. On a dû se coller au format d'Uno. Tous nos étudiants ont la version de 400 pages, qui est un peu un livre secret qu'on leur donne, qui est un guide vraiment ultra complet. Le livre chez Duno va déjà être pas mal, puisque en 180 pages, on résume toute la méthode, il y a énormément de choses. Pour ce qui est du détail des référentiels, on vous donne la vision des référentiels à date et des grandes échéances à venir pour les entreprises. Si tu veux le détail des référentiels, je peux te donner des liens. Il y a beaucoup de synthèses qui sont faites sur Internet, qui sont très précises et mises à jour très régulièrement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont sur cette obligation de moyens et sur cette connaissance de l'environnement de la RSE, Pascal. Donc, ce sera avec plaisir. Un peu de proximité, surtout avec la mise en œuvre d'Arcos et l'application des frais de livraison à 3 €. Yes. ODD en quoi est-ce que les ODD RSE occupent une place de choix dans le processus des achats? Là, tu vas voir la réponse finale, Jean Désiré. Sandrine. Oui. Alors, l'hostilité des structures au changement, il y a beaucoup de sujets de maturité des différents services, globalement de gouvernance, qui font qu'un acheteur va pouvoir ou non activer les différents leviers sur les projets. Vous allez voir que la capacité des acheteurs à agir sur le terrain, une fois qu'ils sont formés, suffisamment staffés, c'est finalement la maturité des autres services qui vont te permettre d'agir en coordination sur des sujets transverses. Ça, on l'a abordé dans plusieurs... Après, quand la structure est hostile, de toute façon, il n'y a pas photo. Quand la structure est à contresens aujourd'hui de tout ce qu'on présente, à contresens effectivement du développement durable, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Vous ne pourrez rien mettre en œuvre. Vous allez vous battre contre des moulins au vent. Et c'est le marché, en fait, qui va rappeler à l'ordre cette entreprise, le marché et ses clients, qui va dire à un moment donné, bon, voilà, vous avez passé un peu trop de temps à contresens. Et puis, l'entreprise, elle va peut-être avoir beaucoup de mal à rattraper ses concurrents. Et l'écrémage va se faire naturellement. Ouais. On accélère un peu, Sébastien. Vincent, je te réponds rapidement. Le coût économique de la tonne de CO2. Alors, c'est un sujet qui est intéressant. En fait, si tu veux, nous, aujourd'hui, on fait ça. Là, le projet que tu as sous les yeux date de 2009. Pour te dire, ça fait un petit moment qu'on fait ça. On a découvert, c'est l'histoire de SWOT, que les leviers de baisse de l'impact environnemental étaient les meilleurs leviers de réduction des coûts de base. Tu enlèves la baisse de l'impact environnemental, tu fais moins de gains. Je ne parle même pas de la hausse de la valeur ajoutée, du développement du chiffre d'affaires, justement de la valorisation de l'impact CO2 qui pourrait être taxé, qui est déjà taxé en partie. Parce que je pense à, j'ai plus le nom en tête, mais bon bref, on est taxé là-dessus, par Citeo justement, il me semble. Donc, si tu veux, c'est effectivement quelque chose qu'on pourrait intégrer. Aujourd'hui, on ne l'a pas intégré ça, parce qu'en réalité, on mesure les impacts directs de réduction d'impact CO2 et on mesure les gains financiers directs. On évite d'aller jusqu'à le développement du chiffre d'affaires. C'est très rare qu'on mesure le développement du chiffre d'affaires aux achats parce que sinon, il faut bien partager le gâteau des résultats et des bénéfices générés par des projets transversaux. Mais voilà, en général, aujourd'hui, on a largement suffisamment de gains à présenter, tout simplement financiers, et de réduction d'impact environnemental mesurable sur la base de l'ADEME et sur la base des référentiels officiels. On n'a pas forcément besoin d'ajouter ça, mais c'est vrai que dans le temps, je pense que légalement, on va être de plus en plus taxé là-dessus. On pourra l'intégrer dans le coût global et le gain global généré par les projets. Voilà. En 2009, en l'occurrence, tu vois, on mesurait déjà ces impacts-là, mais cette question que tu poses là n'était pas du tout, je pense, même pas évoquée dans les différents sujets. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps parce que vous le verrez sur le live que l'on fera sur le CO2. Alors on nous dit que les données sont de 2018 de l'ADEME. Non, alors les données sont mises à jour au quotidien. Par contre, en fait, il y a un fameux critère de fiabilité qui est avoué par l'ADEME et par tous ceux qui font du CO2, qui peut des fois être très impressionnant et qui montre que ce que l'on peut croire qu'il existe un référentiel qui donne à la virgule près la tonne de CO2 exacte de chaque produit, de chaque pratique, de chaque transport. Ça n'existe pas.
Et on a ce critère incertitude que vous allez découvrir sur un prochain live, qui va remettre dans le contexte les choses. Et avant que l'on soit, je pense, réellement taxé sur le sujet, il va falloir du temps, parce que sur quelle base on travaille quand on sait qu'il y a des facteurs jusqu'à 80% d'incertitude sur les données, même des référentiels spécialisés. Alors, je précise, Sébastien, parce que je l'ai entendu encore une fois mardi au CNA, il y avait une conférence CNA là, sur les priorités des directions achats. Attention, aujourd'hui, on est capable de mesurer à un instant T l'impact, même s'il y a une variable. À partir du moment où tu le réduis sur la base du même référentiel, tu le réduis. Donc, focalisez-vous, au lieu de vous focaliser sur la mesure au poil près, etc., focalisez-vous sur les vrais résultats. Si demain, vous avez estimé que l'impact CO2, il a été de 234 tonnes de CO2 sur la base du référentiel le plus pertinent, et que le référentiel est mis à jour et qu'en fait, vous avez généré 180 ou 350, on s'en fout. Focalisez-vous sur l'action, parce que c'est comme ça que vous allez contribuer au monde de demain. Et effectivement, valorisez évidemment vos travaux, parce que ce qu'on ne dit pas n'a pas de valeur. Il faut pouvoir le valoriser. Donc là, sur ce projet-là, pour faire simple, on génère, donc là, c'est un projet d'éco-conception de 2009, une innovation qui a été réutilisée par l'ensemble du monde verrier, pour information, qui s'appelle le sable de verre, qui a permis de réduire le poids de verre à solidité identique, baisse de poids de 20%, innovation mondiale, c'est la bouteille la plus légère au monde dans sa catégorie. C'est un projet qu'on a fait pour Bioplanète à l'époque, qui est une entreprise de l'agroalimentaire bio, baisse de coût de 12%, gain de transport 16%, réduction des énergies, etc. Et donc là, vous voyez, croissance économique, c'est évident, Chez les verriers, réduction, ils ont tous utilisé ce process-là dans les 5 à 6 années qui ont suivi. Tout le monde s'est emparé de ce nouveau process. Donc, ça a été utilisé pas seulement pour notre client, mais en fait pour énormément des millions de tonnes de verre. Les impacts aujourd'hui sont astronomiques. Donc là, il y a un vrai enjeu de croissance économique pour l'entreprise qui achète, mais aussi pour le tissu fournisseur avec des impacts énormes. Innovation, là, on est en plein dans l'innovation. C'est l'innovation qui a permis ça, une innovation d'éco-conception à l'époque. Consommation et production responsable, c'est évident qu'en réduisant le poids, tu réduis les matières utilisées et donc tu vas contribuer à une production plus responsable. Donc les mesures relatives au changement climatique, c'est évident que quand tu mesures, tu contribues à ça. La vie terrestre, quand tu utilises du pétrole, des énergies fossiles, etc., de l'eau pour faire la fabrication, que tu as des déchets, etc., tu les réduis très fortement. Évidemment, les partenariats pour la réalisation des objectifs, là, on est en plein dedans. C'est une co-construction, une co-innovation qui a été faite entre un acteur de l'agroalimentaire et un grand acteur du monde verrier qui a permis ça et qui a généré derrière une innovation qui a influencé l'intégralité du marché sur les années à venir. Chez le client, vous voyez là sur 3 ans, 700 000 euros d'économie, 1300 tonnes de CO2 et équivalent gasoil 560 tonnes. Et il faut savoir que, c'est ce qu'on voit juste après, je vous l'ai mis, dans les éléments issus du BE éco-emballage, on retrouve ici les impacts sur l'air, sur l'eau, je le mets ici, sur l'eau douce, les eaux marines, etc., etc. Et on voit l'avant, avant projet, d'accord, 277 grammes de CO2 unitaire et 5 millions de bouteilles. Donc, on a un impact global de 1385 tonnes d'équivalent CO2. Après projet, on passe à 235 grammes de CO2 par bouteille. Pour 5 millions de bouteilles, c'est 1175 tonnes équivalent CO2. Vous faites la soustraction, vous avez votre gain CO2 global annuel sur ça. Et tout ça est dans le tableau de bord, tout simplement. Si vous voulez aller plus loin dans la mesure, vous avez ici un QR code que vous pouvez retrouver. Il suffit de nous envoyer un mail et je vous enverrai la présentation. Sinon, vous l'avez sur le site internet. Dans les ressources, vous avez le guide, le site SWOT, et vous pourrez aller beaucoup plus loin dans ces réflexions-là. Un autre projet, parce qu'il faut qu'on accélère un petit peu, Sébastien, la transport de marchandises, même chose. On a mis en place des leviers techniques, de mise en place notamment de navettes qui ont permis de réduire les kilomètres parcourus, le nombre de ruptures de charge. On a réduit d'à peu près 30% les kilomètres parcourus par la marchandise sur certaines zones qui étaient très poussées. On a évidemment fait un appel d'offres, on a revu le plan de transport, les palettisations. Ça nous a permis de réduire les litiges, donc on a amélioré la qualité de service client. Rappelez-vous les attentes des achats vis-à-vis des entreprises. On a baissé l'impact CO2 de 28%. C'est énorme. Je crois que c'est l'objectif CO2 qui nous a permis de le mesurer. Et il faut savoir que les transporteurs, en plus, mesurent leur impact CO2. Donc, c'est hyper pratique à mesurer. Et on a baissé le prix TCO de 16%. Là, vous avez les gains jusqu'à 2022. C'est un projet un peu plus récent. On est quand même à 2 600 000 euros d'économie cumulée. 2300 tonnes de CO2, 683 tonnes
de gasoil sur ce projet. Donc, c'est très important et on retrouve les mêmes ODD auxquels on a répondu directement et avec du résultat, tout simplement. Juste pour terminer sur le projet, ouais. Vous avez vu les projets, on les a menés il y a un certain bout de temps. Et en fait, à l'époque, les données d'ADEME n'étaient pas aussi précises. Et là, en fait, je veux dire, je vais vous faire un super teasing de ce qu'on va vous promettre. Mais aujourd'hui, une des difficultés que l'on avait jusqu'ici, c'est d'essayer de demander les informations au transporteur. Et en fait, l'ADEME ne fonctionne pas comme ça. Alors, si on veut aller au bout du bout, c'est possible. Mais en fait, l'ADEME va donner des catégories, effectivement, de coûts CO2 en fonction des typologies de transport qui sont utilisées de manière assez précise. Et nous, nos outils nous permettront de travailler là-dessus, mais de manière très simple et très rapide. En fait, notre objectif, c'est que l'acheteur puisse faire la mesure CO2 de ses articles sans devoir monopoliser l'intégralité des transporteurs qui feraient courir le projet sur 6 mois, 8 mois, 1 an. Donc là, on aura une vraie solution qui tiendra son sens du fait qu'on se base sur le fonctionnement et la méthode de l'ADEME. D'ailleurs, Johan, je sais que tu es là, on t'a vu passer tout à l'heure. Ciao Stéphane. Effectivement, tu travailles dessus maintenant depuis de nombreux mois. Ça a été extrêmement exigeant le travail que tu as fait. On voulait te féliciter parce que là, on va réussir. On va réussir à être capable de mesurer l'impact CO2 d'un emballage en moins de 5 minutes aux achats, ce qui va permettre de gagner un temps fou. Vous allez avoir un outil incroyable pour y arriver. Et c'est le résultat de près de 13 années de travail. Et là, Johan qui arrive là, ces derniers mois après sa formation, qui s'engage là-dedans et qui va nous sortir un truc génialissime. Donc voilà. Pour terminer, développer la maturité achat, c'est contribuer au 17 ODD de manière structurée, concrète, d'accord? Donc, plus vous allez être haut en maturité, plus vous allez activer des leviers techniques RSE. C'est à partir du niveau 4 où on commence à vraiment générer des contributions aux impacts ODD. Vous structurez l'obligation de moyens, vous structurez l'obligation de résultats, vous montez en maturité, efficience organisationnelle, génération de résultats projet après projet, jusqu'à vraiment arriver à une influence achat systémique et à vraiment une transformation du service achat vers ce modèle de management de la triple performance pour accompagner les organisations, avoir un impact qui soit économique, social, environnemental et tout simplement transformer les entreprises de l'intérieur. Et vous, c'est parce que quand on prend notre mission et vous qui êtes au centre de notre attention, les acheteurs, si on a une communauté achat, c'est pour les entreprises, mais c'est aussi pour les acheteurs qui sont dans les entreprises, puisque c'est les acheteurs qui vont faire cette transformation. Nous, notre mission, c'est d'accélérer la transition des organisations vers un modèle plus durable et performant, par le management de la triple performance, en l'occurrence par les achats. Et vous allez avoir un vrai intérêt à vous transformer en manager de la triple performance parce que aujourd'hui, les organisations, elles ont besoin de personnes pour les accompagner dans cette transformation, d'accord? Et si vous êtes doué pour les accompagner dans cette transformation, on a donné l'exemple des ODD, mais c'est toute la dimension RSE, performance économique, c'est énorme. Vous pouvez vous placer vraiment en partenaire numéro 1 pour transformer les organisations de demain en leader en triple performance, en leader de demain. Et donc, quand vous êtes doué pour faire ce dont les entreprises ont besoin, vous êtes payé pour faire ça, vous êtes reconnu pour faire ça. Et rappelez-vous, le manque de reconnaissance de la fonction, il est lié au manque de maturité, au manque de langage commun. Et comme vous allez avoir un impact positif, vous allez être reconnu, correctement rémunéré, etc., vous allez aimer ce que vous faites. Et donc, quand on est doué pour faire ce dont les entreprises ont besoin, qu'on est payé pour faire ça et qu'on aime ce qu'on fait, eh bien, passion, profession, vocation, mission, on entre sur ce qu'on appelle l'ikigai, qui est une forme d'équilibre professionnel durable, d'accord, et qui va avoir des incidences sur votre vie personnelle, tout simplement. Quand ça ne se passe pas bien au travail et qu'on travaille 60 heures alors qu'on devrait en travailler 40 ou 35, ça a des incidences sur notre vie personnelle. Quand on est dans le stress continu parce qu'on fait que gérer des merdes, en fait, on vieillit prématurément, on peut générer des maladies. Donc, derrière cet équilibre professionnel, vous avez un devoir de le trouver, en fait. Vous avez un devoir de trouver votre position dans les entreprises en tant qu'acheteur. Vous avez un devoir de transformer votre expertise, de contribuer à la transformation de la fonction achat pour votre bien et pour pouvoir finalement faire partie de ces leaders de demain. Et c'est bien sur ça qu'on travaille aujourd'hui chez SWOT. Sébastien, c'était un petit peu le mot de la fin, on est un petit peu en retard. Ciao Hélène. Pour ceux qui souhaitent recevoir la présentation, vous nous envoyez un email à hello@swot.fr.
Dites-nous si ça vous a plu, si le live vous a plu, si ça vous a apporté des clés de compréhension sur comment contribuer au 17 ODD. On espère que cette clôture de la semaine du développement durable aura été suffisamment concrète pour vous avec ce live et que vous voyez comment contribuer tout simplement au monde de demain par les achats et l'opportunité que vous pouvez saisir. En tout cas, merci à vous d'avoir été présent. On a eu beaucoup de participation aujourd'hui là dans les commentaires. C'est top, ça nous permet effectivement de faire vivre nos lives, ça nous permet aussi de nous motiver à continuer à vous préparer ces contenus d'information pour le monde des achats. Donc merci à vous de votre présence, parce que sinon, effectivement, on n'aurait pas autant d'impact, pas autant d'envie de vous donner tous ces éléments sur les solutions que vous pouvez utiliser, mettre en œuvre afin d'améliorer l'impact des achats. C'est important, l'impact des achats dans les développements futurs des entreprises. Donc, merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Pour vos remerciements. On est content de vous avoir retrouvés. C'est cool, on voit que tout le monde est là. Mireille, Frédéric, c'est top. Salut Mélissa. Merci Jérémy. Oh, merci Frédéric, merci Jérémy, bien sûr. Merci aux apprenants qui sont en cours de formation, là, on en a pas mal, qui viennent en plus participer au live, bravo. Ouais, c'est cool. Alors qu'ils ont quand même un planning bien chargé pour certains. C'est ça. Merci Rémi. Ciao Jean-Christophe. Allez, dites-nous au revoir, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à nous dire quel sujet vous souhaiteriez aborder pour les prochains lives. Merci Stéphane, merci Manon, Sandra, Benjamin, membre émérite, un de nos premiers apprenants sur les formats digitaux. Ciao, Benjamin qui a rattrapé son retard, parce que je l'ai vu arriver dire « je suis à la bourre ». Ouais, j'ai vu. Bravo. De toute façon, dans la fonction publique, vous êtes toujours un peu à la ramasse. Hein. On le sait, quoi. C'est fort que tu passes dans le privé, d'ailleurs. Alors, ciao Alice. Ciao Julie. Ciao Christophe Bellegueule. Salut Benjamin, Alice, Sandrine. Où pouvons-nous trouver les anciens lives? Tu peux les trouver sur Internet, sur YouTube, Sandrine. Sur notre chaîne YouTube. Chaîne YouTube, ouais. Romain, ciao. Pierre-Guy, à bientôt. Laurent, merci de ta participation. Les LinkedIn users, on ne sait pas qui vous êtes, mais voilà, n'hésitez pas à dire vos noms en commentaire, ça nous aide. Avec une acheteuse, mais pas sûr d'être inscrite. Tu ne peux pas partager, voilà, mais tu peux attendre la mise en place du live sur YouTube qui arrivera dans quelques jours. Donc voilà, n'hésite pas, si tu télécharges, par exemple, le guide pour le bilan carbone en ligne, tu vas recevoir derrière les mails et tu pourras avoir accès au replay. Merci Sophie. C'est gentil, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Merci Anthony. Bon, c'est cool. N'hésitez pas à nous dire, même quand vous le voyez en replay, ce que vous en avez pensé, etc. Et puis, on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous et à très bientôt. Ciao les achats. À bientôt.